Merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube d'Atrium, le Forum du patrimoine, 6e édition ici au Salon international du patrimoine culturel. On va s'intéresser et nous interroger surtout sur la postérité d'un mouvement qui n'en finit pas d'inspirer. L'Art déco, c'est la thématique de cette 30e édition. 100 ans après son apogée, ce style est né dans les années 1920 et 1930. Il continue de fasciner dans le design, dans la mode, dans la création contemporaine, la décoration intérieure et aussi l'architecture. Mais aujourd'hui, justement, que reste-t-il vraiment de l'esprit art déco? Est-ce un style que l'on reproduit, un vocabulaire formel que l'on cite notamment, ou encore une manière plus subtile de concevoir l'espace et la matière? Vous allez répondre à toutes ces questions. Édouard Ropard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes architecte et maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Pour commencer, que représente pour vous justement l'art déco dans l'histoire de l'architecture et du design au XXe siècle? Bonjour. Assurément un apogée. C'est ça, je pense on partage tous cette idée que l'art déco est un moment absolument unique de l'histoire de l'art, de l'architecture et du design. Mais je répondrai aussi une fin, paradoxalement. Alors pas une fin définitive, heureusement, mais une fin provisoire, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais une fin tout de même, puisque c'est quelque part la fin d'un mouvement qu'on aura appelé le classicisme français. On peut presque le dater, même moi je le date à la mort d'Auguste Perret en février 1954. Où, à partir duquel finalement la modernité de la deuxième moitié du XXe siècle va balayer cet héritage classique. Et on va voir que cette question-là, aujourd'hui, anime pas mal de gens dans les domaines de la création architecturale et de l'intérieur. Et est-ce que selon vous, justement, la véritable nature de l'art déco, c'est un style, un langage, une culture, ou tout ça à la fois? Alors, je pense les trois à la fois, en effet. C'est-à-dire que c'est un style, assurément, très identifié, très identifiable. Les antiquaires des années 70 et les commissaires-priseurs à partir des années 90 ne s'y sont pas trompés et font les uns et les autres le bonheur des grands collectionneurs. Mais c'est aussi, et de manière plus intéressante, un langage. Et l'expression est très bien choisie. C'est un langage parce qu'elle articule finalement et des mots et de la grammaire dans cette idée que l'on pourrait qualifier de la question du geste, en fait. C'est-à-dire, c'est l'articulation de différents gestes pour produire une pièce unique, pour produire un objet composite. Et c'est évidemment historiquement l'association de différents arts, l'architecture, mais aussi les arts appliqués, mais aussi dans l'histoire de l'école des beaux-arts, la sculpture et la peinture. Donc c'est un art total. C'est un art total, l'art déco absolument, et c'est précisément ce après quoi aujourd'hui on court. Enfin, et c'est certain, c'est une culture de projet, c'est-à-dire que c'est une culture de projet qui intéresse aujourd'hui beaucoup les créateurs. On a vécu entre les années 70 et les années 2000 une dominance de la question de l'industrie dans le design. On sait que le processus industriel a beaucoup intéressé les designers. Les frères Brouillette, par exemple, qui sont de très grands designers, affirment refuser de faire des pièces uniques, de faire un design de pièces uniques et n'être que dans des processus industriels. Pour que ce soit accessible à tous. Aussi, bien sûr, avec une dimension politique de cette nature. Mais finalement, on voit l'émergence depuis une quinzaine d'années, et surtout depuis une dizaine d'années, d'un design collectible, donc c'est-à-dire un design de pièces uniques. Et là intervient cette notion qui est très chère à la jeune génération de créateurs, qui est celle du geste de fabrication fait par eux-mêmes, et non plus délégué à un autre et à un système qui serait un système industriel. Alors, est-ce que l'art déco, justement, a été un moment de synthèse entre la tradition et le progrès? Alors certainement, c'est même sa caractéristique première en réalité, puisque... C'est ce qui le différencie justement des autres modernités du XXe siècle? Eh bien, c'est précisément le fait qu'elle accepte d'avoir une histoire, en fait. Les modernités du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, et en particulier la modernité française, est une modernité révolutionnaire. C'est une modernité, et ça c'est Bernard Huet, qui était un grand théoricien d'architecture, qui le racontait.
Il disait même qu'en Europe, entre les pays du sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, que ces pays avaient une tradition finalement qu'ils avaient resituée dans la modernité. Alors qu'en France, la modernité se définit comme étant une rupture avec la tradition. Et donc en ce sens, l'Art déco est un moment très important, puisque c'est au contraire une modernité qui accepte d'avoir une histoire, qui accepte d'avoir un passé et qui accepte d'avoir des traditions, et en particulier des traditions artisanales absolument d'une richesse invraisemblable. Donc c'est sa force finalement, équilibre entre artisanat et industrie. Je le disais tout à l'heure, vous enseignez l'architecture contemporaine. Est-ce que vous retenez du modèle Art déco finalement qu'est-ce que vous retenez en termes de matérialité et de conception justement autour de l'Art déco? Alors ça, c'est un sujet qui n'est pas très simple. D'abord parce que on est dans les écoles d'architecture un peu les héritiers d'un moment important qui s'est passé en 68 et qui est le fait d'avoir quitté l'école des beaux-arts et cette conception dont je parlais tout à l'heure de la fusion des arts. C'est-à-dire qu'à partir de 68, on a une séparation des deux? On a une séparation des écoles, donc on a une séparation des disciplines. On a la création, disons, d'écoles spécifiquement liées au design, d'écoles d'architecture. Et l'architecture devient une discipline en tant que telle, en fait, comme l'art, en fait, en quelque sorte. Et la deuxième dimension de ce mouvement, c'est celui de l'émergence de l'architecte-artiste, paradoxalement. Voilà. Il se trouve que l'Art déco a historiquement évidemment des figures très importantes, on le sait tous, mais c'est quelque part une culture commune, une culture partagée. C'est un moment partagé entre de très nombreux créateurs. Et ce qu'il faudrait, ce que j'essaie moi je m'évertue à faire, mais ce qui n'est pas du tout simple, c'est auprès des étudiants et des étudiantes d'essayer dans le projet de définir une culture partagée au moment où on fait le projet. Et ça, c'est un challenge extrêmement actuel, je pense, mais absolument pas simple du tout. Voilà. L'Art déco, c'est aussi un rapport très particulier à la lumière, à la proportion, à la monumentalité. Est-ce que ces principes sont encore présents dans la création actuelle, ou plutôt on s'en est totalement éloigné? Alors, je pense pas du tout. Enfin, malheureusement, pas du tout. Vous le déplorez? Je le déplore. Ouais. Alors pourquoi cette question de la proportion, c'est une question absolument passionnante dans l'histoire de l'architecture en particulier. Là aussi, c'est un peu une question qui est passée à l'as de l'histoire, bien que dans les théories corbusiennes, on ait le modulor, qui est un jeu de proportion. La proportion, c'est la culture, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le regard cultivé sur les choses. Et dans une modernité qui refuse de regarder l'histoire... il n'y a pas de culture et donc pas de proportion. La question de la proportion devient totalement secondaire et même n'existe plus vraiment, c'est plus un sujet. Et puis la question de la monumentalité, qui est évidemment très présente dans l'Art déco, et en particulier dans l'Art déco de la fin, on va dire, de celui des années 20 et des années 30. Ça, c'est carrément un tabou. Dans l'architecture, en tout cas. D'aujourd'hui, mais même des 40 dernières années. Oui. 40 dernières années, depuis l'ère Mitterrand, on a construit des milliers d'équipements publics en France, des lieux de culture, des tribunaux, des grands équipements. Sans aucune monumentalité. Il serait intéressant de regarder comment on entre dans ces bâtiments, dans chacun de ces bâtiments, pour faire une étude statistique sur la manière dont se représente l'État à travers ces bâtiments. Or, c'est ça la monumentalité. Il est intéressant de relire, par exemple, le texte du concours de Dominique Perrault sur la Bibliothèque de France. Dominique Perrault se définit comme un architecte classique parce qu'il utilise la double symétrie, ça on ne peut pas le contester. Et dans le même temps, la différence entre son bâtiment, par ailleurs tout à fait remarquable, et les bâtiments classiques, c'est précisément qu'on ne descend pas dans un bâtiment classique. On monte, on s'élève, l'architecture nous élève, là où dans la Bibliothèque de France, on descend pour entrer. Quelles sont les traces les plus visibles justement de l'Art déco aujourd'hui dans la création contemporaine? Alors assurément dans l'architecture d'intérieur. Et là, on a quelques exemples. Plus dans l'architecture intérieure qu'extérieure?
alors plus dans l'architecture en intérieur que Mhm. dans l'architecture, absolument. Alors on va voir quelques exemples, mais certains sont flagrants. Là, on a des intérieurs, un intérieur absolument magnifique créé par un designer et un architecte d'intérieur, enfin disons installé en France mais d'origine mexicaine, qui s'appelle Hugo Toro. Pour la photo de droite Pour les deux et les bâtiments, en deux fait, aussi. il intervient pour créer un salon. Parce que ça, c'est contemporain aussi, Ça, qui est à ça, gauche. c'est extrêmement récent. Alors non, à gauche, en fait, on est dans la gare d'Ostiense, qui a été construite en 1938 à Rome. Mhm. Et à l'intérieur de cette gare, la compagnie de l'Orient Express, qui vient de se recréer, a demandé à Hugo Toro de créer le salon VIP, en quelque sorte. D'accord. Et donc, c'est une dimension alors quasi patrimoniale, bien que ce soit une création Mhm. totalement contemporaine, dans un bâtiment qui peut être Historique. attaché à l'art déco historique. Donc, il y a un lien extrêmement évident, là, avec l'art déco historique. Si on regarde les images suivantes, voilà d'autres images de ce lounge. On a en France des grands architectes d'intérieur. Je pense aussi, par exemple, à Joseph Diran, dont on va voir des images juste après. Est-ce qu'on utilisait les mêmes, on utilise aujourd'hui les mêmes matériaux qui étaient utilisés à l'époque de Absolument, l'Art déco? absolument. Là, on le voit. s'en éloigne pas. Non, on s'en éloigne pas. Là, on voit par exemple dans cette boutique de Joseph Diran à New York pour la marque Pucci. Donc, on est à New York et pas pour une marque française, mais enfin, on est là vraiment dans l'univers, en quelque sorte, absolument magnifique. On pourrait être dans un salon d'habillage de Monsieur Dior. Et on utilise, en effet, toutes les techniques de décor intérieur, le stuc Et les codes de l'Art déco. et les codes de l'art déco. Quels sont les codes que l'on voit là, par exemple, qui sont empreints de cette époque? Alors là, la référence, elle est extrêmement claire, puisque dans cette salle de bain d'un appartement bourgeois contemporain, à droite, les deux images de droite sont tout à fait actuelles. Elles ont été mises en œuvre il y a assez peu de temps. Et là, c'est une image ancienne. Il y a une référence à, évidemment, à la salle de bain de Jeanne Lanvin, construite en 1925 dans son appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et donc, il y a un travail de ces designers-là, de ces architectes d'intérieur absolument somptueux, en référence directe avec des créations art déco Qui assume historiques. pleinement, finalement, Et qui les l'assume. influences. Et qui l'assume. Et qui l'assume. Mhm. Là, on voit que Joseph Durand, par exemple, et c'est une image un peu d'introduction à ce qui vient ensuite, est quelqu'un qui a une formation d'architecte et où l'architecture elle-même est assez monumentale. On le voit dans ce couloir d'un appartement haussmannien et où finalement les éléments de l'architecture, à la fois ces arcades, mais aussi le fronton de cette porte, finalement prennent une dimension très très importante. Peu d'architectes contemporains travailleraient de la même manière. Vous voyez, donc quelque part les éléments de l'architecture art déco, assez monumentaux, sont plus présents dans des intérieurs que dans des extérieurs, que dans des façades. Mais Alors, il existe une réinterprétation, justement, du vocabulaire art déco aujourd'hui. absolument. Alors certains architectes s'y frottent, je dirais. Là, on a un exemple d'un architecte d'un peu moins de 60 ans qui s'appelle Armand Nouvet, qui a construit une tour dans le quartier du nord de Paris, de Chapelle Internationale. Oui, parce qu'on voit le Sacré-Cœur en arrière. On voit le Sacré-Cœur, on est sur la ligne de chemin de fer, et il va simplement réinterpréter une corniche. Alors ça paraît un geste dans une architecture par ailleurs assez rationnelle, presque un peu fou dans l'architecture contemporaine, c'est de revisiter la salle Cortot d'Auguste Perret. Qu'on a là, on a la corniche ici en haut, Exactement. et donc à droite, c'est quasiment la même, en tout cas, Alors, avec une forte influence. Voilà, mais c'est un geste quasiment pas tout à fait explicite. Mhm. Alors ça, c'est d'autres exemples. Alors ça, c'est le bureau que moi j'ai que je dirige avec Julien Bidal, mon associé, Oui. et où on revisite là très explicitement l'architecture de Beau Window, de l'Art déco, dans un bâtiment de logements sociaux dans le 13e arrondissement. Qui date de quelle année? On est sur quelle période? Ce bâtiment, Oui, le bâtiment, celui-ci là, il a été livré il y a 3 ans, 4 d'accord. ans. Voilà. Donc on a Très récent. très récent et qui revendique réellement cette appartenance à cette filiation. Le bâtiment suivant s'intéresse à une autre référence d'un grand architecte art déco qui est Granet. Donc Et- là, on a la période art déco, et Et là, la là, période le contemporaine. bâtiment contemporain construit 80 ans ou 70 ans après la référence. Mhm. Je crois qu'on a encore une dernière photo. Une dernière photo tout à fait intéressante de très jeunes architectes, à peu près 40 ans, marseillais, qui s'appelle de l'agence EGR,
et qui revisite d'une manière à la fois très très belle et très poétique les projets de Perret en Afrique du Nord. Là, pour malheureusement un concours non gagné, mais très 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 bien dessiné. Il y a quelques années à Nice. Ça n'a pas été réalisé. Non, malheureusement. Vous auriez aimé, oui, d'après ce que je comprends. Assurément. On a fait le tour de l'ensemble des visuels et on va s'attarder un peu plus encore sur ce que l'on peut voir d'ailleurs en ce moment au mobilier national, au Gobelin, à la manufacture des Gobelins, sur la photo de droite notamment. Alors absolument, ça c'est la question finalement de qu'est-ce qui nous rattache et qu'est-ce qui rattache les créateurs d'aujourd'hui à l'art déco et en particulier à la question de l'ornement. Alors la question de l'ornement, elle est évidemment tout à fait intéressante. On a vu qu'elle est quand même plus difficile à manipuler en architecture. Dans l'architecture d'intérieur, elle est très présente aujourd'hui et dans cette magnifique exposition au Gobelin, on en a quelques exemples. Alors on a l'exemple par exemple d'un créateur d'aujourd'hui, assez jeune, qui s'appelle Pierre-Marie, dont on voit le travail ici. À gauche et à droite. Hein, à gauche et à droite, c'est le même créateur, donc il fait à la fois de la tapisserie, des vitraux, et puis beaucoup de créations textiles. Et il fabrique dans cette exposition qui est la reconstitution un peu imaginaire d'une ambassade française dans des pays étrangers, la chambre à coucher de l'ambassadeur que l'on voit à droite. On a l'impression qu'on est aux antipodes de ce que l'on voit aujourd'hui, à savoir un design totalement épuré, non chargé, etc. Là, c'est le contre-exemple. Alors absolument, sachant que l'exposition porte un très très joli titre, puisqu'il s'agit d'une exposition des nouveaux ensembliers. Le terme même d'ensemblier est un terme très lié à la période Art déco, où finalement le créateur était en charge de l'ensemble du décor. Vous voyez, c'est-à-dire c'est pas un décor où il y a l'architecte d'un côté qui ferait l'espace intérieur, et puis des designers ou des artisans qui pour les luminaires, pour les lumineurs, pour les rideaux, pour les tapis, etc. Mais il est chargé de l'ensemble, et c'est précisément ce que revisite cette exposition. Alors chez Marie, il y a évidemment des références extrêmement explicites à l'art déco, et en particulier au décor somptueux d'André Granet dans les salons du Grand Palais, que l'on voit dans les années 30, que l'on voit sur la photo à gauche. Et puis il y a un travail sur l'image suivante en référence également à Jean Lurçat, qui n'est pas directement un artiste art déco, mais qui est un de ceux qui a fait vivre les arts décoratifs dans les années 50. Et on peut voir aussi le bureau de l'ambassadeur avant d'entrer dans la chambre, exactement. Qui lui a plutôt une inspiration égyptienne, mais dans les années 20, il y a eu aussi justement des influences et cette égyptomania en quelque sorte. Absolument, et qu'on retrouve en particulier dans un bâtiment très fameux de l'art déco, et sinon le plus beau à Paris, qui est le palais de la Porte Dorée, ancien palais des colonies, aujourd'hui musée de l'immigration. Très très belle institution actuelle, hein, très contemporaine, dans ce bâtiment qui véhicule quelque part qui véhicule tout l'imaginaire de l'époque et l'imaginaire art déco, et qui pose une question très contemporaine, qui est la question de la figuration. Donc on a vu chez Marie qu'il y avait la prédominance du thème du motif, et là on va voir apparaître un deuxième thème très important dans l'art déco, qui est la question de la figuration. Évidemment, Albert Laprade, il figure finalement l'imaginaire colonial, c'est-à-dire l'imaginaire exotique. L'architecte de la Porte Dorée. Qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs. Qui s'appelait Palais des Colonies. Palais des Colonies, construit en 1935 pour l'exposition coloniale. Lui véhicule finalement l'imaginaire français sur les pays étrangers, sur les pays colonisés. Voilà. La question qui se pose, et dans le motif et dans la figuration aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on figure en fait? Est-ce qu'on figure ce même regard sur l'autre? C'est pas possible. Aujourd'hui, on sait bien que tout ça a bien évolué. Ça a quand même bien évolué, Dieu merci. Et donc se pose la question dans l'actualité de l'art déco finalement de quel exotisme parle-t-on? Et dans le bureau de l'ambassadeur par l'agence Oud, qui est aussi donc à l'exposition des Gobelins. Exactement. On est encore dans une forme d'ambiguïté, mais qu'il va falloir lever. Et ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut plus figurer des choses, mais de savoir quels sont les imaginaires, de quelle altérité on parle, en quelque sorte. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, et le motif et la figuration, où est-ce qu'on la prend?
dans quelles écoles on l'apprend aujourd'hui. Comment ça a été justement fait dans ce bureau de l'ambassadeur? Qu'est-ce que l'on y voit? Quelle est la figuration ou les figurations qui sont représentées? Alors d'abord, il y a un imaginaire très très fort, hein, c'est un très bel Mhm. endroit bien sûr, mais il y a par exemple des figures d'animaux de la mythologie de l'Égypte antique. Mhm. Et La voilà, végétation aussi, on la le voit là végétation, alors la sur végétation ce panneau. très fortement. Mhm. Voilà, donc il y a une figuration d'un imaginaire très très spécifique lié à la représentation de l'Égypte, voilà, qui questionne par définition, bien sûr. Qu'est-ce qui séduit encore selon vous aujourd'hui dans cette esthétique de l'art déco? À la fois la géométrie, la matière, le raffinement, d'autres choses encore Alors, ben, assurément la beauté, hein, on va pas, c'est certain, la beauté et le luxe, en quelque sorte, qui sont des thèmes très actuels, par définition. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des thèmes enfin, actuels, mais aussi de toute éternité, en quelque sorte. Mais finalement, c'est un retour à l'ornement. Aujourd'hui, la création contemporaine, et ce que l'on vient de voir là, on se dit qu'on a quand même plus de chances de retrouver dans l'architecture et dans la décoration intérieure un ornement qu'on avait tendance à écarter. Absolument, tout à fait. Et puis, il y a aussi une deuxième dimension, enfin, qui est en tout cas pour l'architecture d'intérieur, qui est la question de la commande, c'est de savoir qui sont les commanditaires actuels d'une architecture, de cette architecture assez luxueuse et luxuriante. Euh, Quelque part en architecture, par exemple, la difficulté d'une architecture qui ne serait pas un pur pastiche, en fait, c'est précisément celui de la commande. C'est-à-dire que la commande sur laquelle les architectes peuvent s'exprimer, c'est pas tellement une commande privée. Pourquoi? Parce qu'en France, le patrimoine français est tellement exceptionnel que quelqu'un qui a les moyens de s'acheter une très belle maison ne va pas la faire construire en fait. Il va s'acheter un hôtel particulier, un château, un manoir, etc. Ce qui n'est pas le cas d'autres Ce pays. qui n'est pas du tout le cas dans les pays, par exemple, du nord de l'Europe, Mhm. en Belgique, en Flandre, dans la partie de Flandre en Belgique, les Pays-Bas, etc., où la richesse amène à l'idée de construire sa propre maison. Voyez, Et donc voilà. créer le Et patrimoine de donc demain. créer, et voilà. Et donc cette question-là du rapport à l'histoire se pose de manière totalement différente. Mhm. Est-ce que justement les technologies aussi numériques permettent une ornementation nouvelle? On l'a peut-être vu à travers les photos, je ne sais pas. Je n'ai pas travaillé sur ces chantiers. On peut considérer que c'est aussi un prolongement de l'esprit art déco de faire appel à la modernité contemporaine pour continuer de surprendre. Alors là-dessus, c'est une question assez... Oui, alors certainement, certainement. Ce qui est intéressant dans les outils d'IA générative, par exemple, qui sont les outils les plus nouveaux en termes d'univers digital, Mhm. c'est que finalement, pour fabriquer une image, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'un texte, d'un prompt. On peut introduire maintenant, depuis un an et demi, des images de référence dans le prompt, c'est ce qu'on appelle le blend, et que une des dernières options sur lesquelles on peut agir sur l'image, c'est une option c'est un outil qui s'appelle Style. Mhm. Voilà. Et donc il y a la réintroduction dans l'imaginaire digital de la notion de style. Et donc évidemment, il est assez facile de produire des images de style art déco si on le souhaite. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça finalement? C'est plutôt, j'ai l'impression, une vision optimiste de l'architecture, de la décoration intérieure ces prochaines années qui arrive à se réinventer et à apporter une certaine élégance qu'on avait perdue. Alors, ce que Yves Saint Laurent disait que l'élégance ne l'intéressait pas, bon, j'y crois assez peu, mais que ce qui l'intéressait, c'était la vitalité, en fait. Et je crois que ce qui est absolument central dans l'émergence de toutes ces créations qu'on a vues et de tous ces créateurs et du travail de ces créateurs, c'est précisément qu'ils interrogent tous et toutes le processus de fabrication de l'œuvre, en fait. Qu'elle soit architecturale, qu'elle soit décorative, qu'elle soit un objet de design. Et ce processus, il passe aujourd'hui par la question de la mise en œuvre. Et ça, c'est assez nouveau. C'est un renouveau. Et c'est en ce sens que l'art décoratif n'est pas mort. Hein. Je commençais notre discussion en disant que c'était un peu une fin, mais en réalité, c'est une fin extrêmement provisoire, je l'espère. Une renaissance. Et c'est probablement quelque chose qui va nous amener à repenser
Or ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la jeune génération d'étudiants et d'étudiantes qui sont même disponibles et qui ont le souhait de fabriquer même eux-mêmes l'objet de leur création et non plus de le laisser faire par les autres. Parce qu'aussi on est dans une société d'image et qu'il faut séduire, notamment à travers les réseaux sociaux, le numérique. Si on présente un lieu qui est dénué de toute ornementation, on a peut-être moins d'attention, moins d'envie d'y aller. C'est vrai, sans doute aussi, oui, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous sur ce forum du patrimoine que vous pouvez retrouver évidemment sur cette chaîne YouTube portée par la revue Atrium Patrimoine et Restauration. On va se retrouver évidemment tout au long de ce Salon international du patrimoine culturel sur d'autres sujets, notamment sur la préservation du patrimoine religieux. Vous retrouverez cette émission donc sur cette chaîne. Merci de votre attention.